Le monde vidéoludique n'est pas uniquement pavé de fleurs, on est très loin de l'endroit où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, le monde il est froid et dur, Corentin, tu m'entends? Bon, ok, je vais peut-être un peu me calmer. Mais tout de même, les sociétés se tirent un peu la bourre entre elles quand il s'agit de création vidéoludique, pour ainsi éviter les copies pures et dures, mais aussi l'utilisation de tel ou tel mécanisme, voire même carrément de mots spécifiques. Je faisais la vanne dans ma précédente vidéo de breveter la lettre A pour faire chier tout le monde, mais on va parler de choses vraiment pas si loin de ça ici. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va mettre notre plus belle robe d'avocat pour se rendre au tribunal du 10e art. Et des procès dans le monde du jeu vidéo, bah y en a eu un paquet. En ce moment même, comme vous le savez sûrement, il y a Epic versus Apple par exemple, qui va nous apprendre plein de choses sur les travers des stores d'applications, mais des sociétés créant des jeux prennent aussi pour leur matricule. Genre vous savez que Sony fait tout pour empêcher le crossplay et veut pourtant qu'on les félicite dès qu'ils acceptent. Je vous tease un peu tout ça car le procès est toujours en cours, alors abonnez-vous pour ne pas rater une vidéo giga croustillante parce que ça promet. Et je vous parle pas d'Epic au hasard parce que c'est pas la première fois qu'ils se retrouvent au tribunal, bien au contraire, et ça tombe bien car on va tout de suite commencer avec Unreal Engine, le moteur pourri d'Epic. En effet, bien avant Fortnite, Epic a créé plein de choses, par exemple Paragon, leur magnifique MOBA qui a fait un four monumental, Gears of War qui est devenu le fer de lance de la Xbox, mais surtout Unreal, leur premier jeu vidéo à l'époque où Epic s'appelait Epic Mega Games. La classe, ils manquent juste des XX au début et à la fin et on est sur le combo gagnant. Le jeu cartonne se retrouve avec tout un tas de suites, puis carrément son propre moteur de jeu utilisable par tous, sobrement appelé Unreal Engine. Et oui, ça se dit Engine et pas Engine, bande de petits franchouillards qui disent Resident Evil. Bon, j'avoue, je le fais aussi. Je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter ce moteur de jeu vidéo, il est de nos jours massivement utilisé sur le marché dans sa version 5, Batman Arkham City, Hat in Time, Octopath Traveler, Kingdom Hearts 3 et même bien sûr le fameux Fortnite. Le moteur est giga apprécié, déjà car extrêmement puissant, mais aussi car en vrai Epic est assez cool sur la part qu'il demande aux éditeurs pour l'utilisation de leur moteur. 5% des recettes générées à partir du premier million de dollars. Pour tout ce que le moteur apporte, je trouve que c'est carrément réglo. Pourtant certains affirment haut et fort qu'Unreal Engine, c'est caca. Et ceux qui disent ça, c'est Silicon Knights, une société canadienne créatrice d'Eternal Darkness. En effet, c'est en 2007 que ces bonhommes prennent Epic par le col pour les amener au tribunal, et ça à cause d'un jeu que les Canadiens développaient depuis 1999, soit près de 10 ans, Too Human. En effet, on est sur un Duke Nukem Forever des familles ici en termes de développement chaotique. Le jeu galère à être fini, doit être constamment mis à jour à cause de ses retards, faisant que sa sortie initiale prévue sur PlayStation est annulée pour espérer une sortie sur GameCube puis finalement sur Xbox 360. Bref, un vrai gouffre à thunes et à temps. Mais ça, c'est pas de la faute de nos amis développeurs, mais de celle d'Epic et de son moteur tout pourri. En effet, Silicon Knights accuse Epic et son moteur Unreal Engine 3 de ne pas mettre ce dernier à jour, de ne pas aider les développeurs à développer dessus et d'avoir délibérément saboté le travail de Silicon Knights en envoyant un kit de développement avec 6 mois de retard. Alors oui, tout ça est arrivé après la démonstration du jeu à l'E3 2006, comme si c'était pour dire non mais attendez, nous on sait faire de bons jeux, c'est juste qu'on a des outils trop nuls. Et ça n'a pas trop plu à Epic tout ça. Normal, vous me direz. Ils répondent à ces accusations en disant que les Canadiens faisaient juste n'importe quoi en utilisant des fonctionnalités pas encore déployées et donc instables. Mais en plus de ça, ne payaient aucune des licences d'Unreal Engine et donc utilisaient le moteur de manière complètement illégale. Et pour en rajouter encore une couche, ils accusent aussi Silicon Knights de vol de propriété intellectuelle en récupérant et en utilisant du code d'Epic de manière non autorisée. Ouais, ça fait mal. Le procès est resté en suspens 5 ans et c'est en 2012 que cela s'agite à nouveau. Déjà, les juges estiment que si Silicon Knights gagne le procès, ils n'auraient qu'un seul dollar symbolique, car même eux estiment que s'il y avait vraiment du tort du côté d'Epic, le jeu reste de la giga merde quoi. Évidemment, vous en doutez, c'est Epic qui gagna le procès et là la sentence est beaucoup plus lourde, 4,45 millions de dollars d'amende pour Silicon Knights pour tout ce qui leur est reproché. Alors qu'encore une fois, tout ça ne serait pas arrivé s'ils n'avaient pas attaqué Epic. On peut se dire que ça leur a servi de leçon et qu'ils ne tenteront pas d'aller plus loin, mais non, parce qu'ils ont fait appel. Un deuxième jugement a eu lieu en 2014 et la peine est doublée, 9,2 millions de dollars d'amende et en plus de ça, la destruction immédiate de tous les jeux utilisant le moteur d'Epic. Et donc le rapatriement de toutes les copies de Too Human pour pouvoir les brûler. Ouais, sacré coup dur, tellement dur que la firme ne s'en relèvera pas. Cette dernière passait déjà un sale moment avec ses jeux qui marchaient pas fort avec déjà moult licenciements et départs. Ce procès aura été le coup de grâce, la société fit faillite en 2014. Comme quoi, si vous volez des trucs, déjà arrêtez car c'est pas bien, mais surtout évitez de retourner dans le magasin pour dire que la console que vous avez dérobée marche mal, parce que c'est quand même assez con. Bethesda versus Mojang, quand Goliath s'attaque à David.
Vous saviez que Mojang n'a pas fait que Minecraft? Oui, à une époque ils ont essayé de faire d'autres trucs. Bon, ça n'a pas des masses marché, mais ils ont tenté le coup. En effet, un jeu vidéo sous le nom de Scrolls est sorti en 2013. On est sur un jeu de cartes ici, à l'époque où c'était la giga mode et tout le monde jouait Hearthstone. Bon, même si de leur côté le fanservice est complètement absent car adieu l'univers de Minecraft, on est ici sur quelque chose d'un peu plus adulte. Par la même occasion, à l'instar de Minecraft, Mojang décide de déposer le nom Scroll pour protéger son nouveau jeu. Mais quelqu'un vient toquer à la porte. Ne serait-ce pas ce bon vieux Todd Howard, le patron de Bethesda? En effet, ce dernier vient voir Notch pour lui dire que c'est pas très sympa de déposer le mot Scroll car cela pourrait porter à confusion avec The Elder Scrolls, même si en vrai on pourrait appeler cette série de jeux Skyrim, vu que maintenant il y a plus de versions de Skyrim que de jeux Elder Scrolls. Entre la normale, l'anniversaire, la légendaire, la réalité virtuelle ou encore la version assistant domotique Alexa, oui ça existe et oui ça fait beaucoup. Résultat, Mojang n'a pas déposé le nom. Alors ils l'ont bel et bien utilisé, mais ont préféré rester copain-copain avec Bethesda, et eux de leur côté ont arrêté la procédure judiciaire. Ça va, ça aurait pu être bien pire, surtout qu'en 2013, Mojang n'était pas aussi grand qu'il l'est aujourd'hui, qu'on est un an avant le rachat du studio pour 2,5 milliards de dollars par Microsoft. Autrement dit, c'est vraiment un poids plume à côté de Bethesda qui venait de sortir son hit planétaire qui est ce fameux Skyrim en 2011. Pour revenir à Scrolls, le jeu aurait été un flop malheureusement. En 2015, Mojang annonce la fin du développement et la fermeture des serveurs en 2016, soit seulement 2 ans après sa sortie officielle. Le jeu est donc mort, mais se fait ressusciter en 2018. En effet, ce dernier devient gratuit et se fait aussi renommer. Adieu Scrolls, bonjour Colors Bane. Alors pourquoi avoir fait ça? On sait pas s'il y a eu une pression ou autre, ou si c'est juste pour être tranquille pour pouvoir enfin déposer le nom, mais le changement est bel et bien effectif. D'ailleurs dans le post l'annonçant, il y a plein de vannes qui font référence à son ancien nom. Ça va, ils ont l'air de bien le prendre. Le jeu n'est pas énormément mis à jour car il n'y a eu qu'un seul patch mineur depuis ces 2 dernières années, mais il a tout de même une petite communauté de niche qui aime toujours se faire une partie ou deux de temps en temps. C'est déjà ça on va dire. Et en réalité, tout ça c'est assez gentil car dans le délire on dépose des mots random, on va parler du roi tout de suite, et devrais-je même dire du king. De king en fait. Candy Crush, un peu trop gourmand? Ok, breveté parchemin, c'est vrai que c'est abusé. Mais alors breveté bonbon, c'est pas encore pire? C'est ce qu'a fait King en 2014 avec son jeu Candy Crush Saga. Vous savez, la copie éhontée de Bejeweled. Et oui, je sais absolument pas le prononcer, en même temps ce truc est horrible à dire. Oui, parce qu'en 2014, la marque et le mot Candy ont été déposés, ce qui fait qu'ils se sont amusés comme jamais à attaquer toutes les applications où il y avait des bonbons. Genre All Candy Casino Slot, un jeu de roulette complètement random avec des bonbons, ça se voit à des kilomètres que le jeu n'existe que pour porter atteinte à ce chef-d'œuvre qui est Candy Crush. C'est donc pour ça que King leur a dit qu'il devait changer, parce que le service juridique de King pense que l'utilisation de Candy Slot dans l'icône de l'application fait référence à la marque déposée Candy pour des produits identiques, ce qui représente une violation et est susceptible de porter à confusion pour les consommateurs. Voyons. Mais bon, au pire on se dit, un jeu de merde qui attaque un autre jeu de merde, qu'ils se balancent du caca entre eux, c'est pas grave. Mais il y a un autre mot que King a aussi déposé par la même occasion, et là ils se sont attaqués à un jeu qui est vraiment le portrait craché de Candy Crush, The Banner Saga. Oui regardez, on dirait les mêmes jeux côte à côte, c'est évident que ce dernier est là pour nuire à Candy Crush et sa qualité fantastique. Aussi absurde que cela puisse paraître, King a effectivement attaqué Stoic, le studio derrière ce tactical RPG assez sympatoche. Et c'est quoi la demande de King? Pas d'argent, mais juste de changer de nom, car ce sont les seuls à avoir le droit d'utiliser le mot Candy, les seuls à pouvoir utiliser le mot Saga, et les seuls à pouvoir aller se faire voir surtout. Car au final, les deux sociétés ont trouvé un accord à l'amiable disant que maintenant, elles sont copains-copines, et que finalement, il n'y a plus de soucis. Ouais, on sait pas trop ce qu'il s'est passé en interne, mais c'est quand même pas dingo tout ça. Bon, moi sur ce, je vais aller déposer le terme s'abonner, comme ça je serai le dernier à avoir encore le droit de forcer avec ça auprès de vous si ce n'est pas encore fait avec le petit bouton rouge. Ça fera les pieds à Villebrequin tout ça. Le taxi fou qui a écrasé Homer Simpson. Tout le monde connaît Crazy Taxi, mais encore plus de monde connaît les Simpsons, et faut se dire que ces derniers ont eu le droit au fil des années à une couverture dans tous les milieux. Des peluches, des tasses, des chaussons Homer Simpson et bien évidemment des jeux vidéo. Il y a eu de tout, des vachement bien comme Hit and Run qui est littéralement mon GTA-like préféré, et des vachement moins bien comme Bart vs The Space Mutant que le joueur du grenier a pu tester il y a quelques années. Mais dans le lot, il existe un Crazy Taxi-like Simpson Road Rage. Dans ce jeu, le principe est assez simple, vous jouez l'un des habitants de Springfield et vous devez accompagner d'autres habitants d'un point A à un point B comme si vous étiez un taxi. Vous récupérez des clients, vous les ramenez le plus vite possible avec un timer et oui, bon ok, c'est exactement Crazy Taxi. On dirait limite que c'est juste un skin qui a été apposé au jeu à ce stade. Sega ne se fit pas prier pour attaquer Fox Interactive en justice, car bon là c'est même plus de l'inspiration, c'est clairement du plagiat. Mais bon, même en sachant pertinemment que c'est du plagiat, c'est très compliqué de défendre son morceau de viande dans ce genre de cas. On a un exemple assez récent avec Fortnite qui a créé un mode Among Us qui est très proche du jeu Among Us, au point que même les développeurs du jeu original s'en plaignent. Pourtant rien n'est
n'est faisable au niveau de la justice ici. Mais dans le cas de Crazy Taxi, bah c'est assez différent, et ça grâce à une seule chose présente sur l'écran que vous voyez là, ce qui se trouve en plein milieu sur la partie supérieure de l'écran, cette magnifique flèche, ou cette main du côté de Road Rage. Il faut savoir que cette flèche est brevetée. J'ai parlé de tout ce qui a été brevet dans une vidéo parlant de Google qui risque possiblement de se faire interdire aux États-Unis à cause de ça, et je vous mets l'affiche en haut à droite si vous ne l'avez pas vu. Mais en très gros, quand vous avez un brevet sur quelque chose, eh bien les autres n'ont pas le droit de l'utiliser sans votre accord. Accord souvent pécunier, il est vrai. Et c'est grâce à cette flèche que le procès a été expédié. Sans ça, il aurait fallu prouver que le plagiat était là, que le jeu était similaire, et finalement pas mal de choses auraient pu être mises en déroute. Mais pas cette flèche, cette sacro-sainte flèche. Avec ce procès de 2003, Fox Interactive a dû donner un sacré paquet d'argent à Sega pour avoir volé son gameplay, ce montant étant malheureusement inconnu du grand public car les deux sociétés se sont arrangées. Mais connaissant la grandeur des Simpsons, je pense qu'ils ont dû bien raquer pour ne pas se taper un giga procès. En vrai, si vous voulez mon avis, je trouve ce brevet vraiment abusé car finalement indiquer une direction avec une flèche flottante dans un jeu de voiture, bah c'est un peu la base, et pourtant ce brevet n'a sauté qu'il y a que 2 ans. Donc youpi, n'importe qui peut de nouveau indiquer une direction avec une flèche flottante. Mais en termes de brevets qui vont bien embêter tout le monde et surtout les joueurs, on va parler du maître dans le domaine, l'obligation d'ennui. Quand je vous parle d'ennui dans un jeu vidéo, vous pensez à quoi? Non, dites pas Fortnite, je vous ai déjà dit, c'est bien trop facile. Non, quelque chose de commun à tous les jeux. Je parle bien sûr des temps de chargement. Alors si vous avez un SSD NVMe ou une console de dernière génération, vous avez peut-être oublié ce que c'est, mais avant, dans des temps très lointains, certaines personnes avaient des jeux installés sur des disques durs. Ouais, je vous jure, on peut encore trouver ça dans des musées. Et là, bah ça va pas très vite, tellement peu vite qu'il faut souvent charger des choses avant d'arriver dans un niveau, que ce soit des textures, des modèles, bref, c'est la galère. Et parfois ça prend des dizaines de secondes voire des minutes entières quand c'est giga pas optimisé. Bref, un temps perdu phénoménal, et je suis certain que si on mettait tous les temps de chargement qu'on a dû attendre bout à bout, c'est comme si on avait passé des jours entiers à attendre. D'ailleurs, si vous souhaitez une vidéo où je vous explique ce qu'il se passe pendant une barre de chargement, sur son histoire et qui l'a inventé, bah n'hésitez pas à me demander ça dans les commentaires, car pour le coup c'est bien vieux, mais c'est aussi giga intéressant. Car voilà, tout ça, bah c'est du temps perdu. Mais qu'est-ce qui empêcherait de faire autre chose pendant? Eh ben rien en fait, et donc des mini-jeux ont commencé à arriver pendant les temps de chargement en 1983, avec Skyline Attack sur Commodore 64. Il existait même un système de loading assez connu à l'époque appelé Invade Load qui permettait de jouer à un clone de Space Invader pendant de longs temps de chargement de cette fameuse Commodore. Car on était très loin des dizaines de secondes ici, c'était plutôt au minimum 2 minutes si on avait de la chance et proche des 10 si on en avait pas du tout. Fallait vraiment pas être pressé. Namco a commencé à aussi ajouter des mini-jeux dans ses temps de chargement comme dans Galaxian ou Rally X. Là où ça a été le plus connu, c'est évidemment sur Tekken où on pouvait souvent jouer à d'autres jeux de Namco en attendant comme Galaga ou Starblade, permettant donc de moins souffrir entre chaque combat le temps que moult kangourous et grizzly s'échauffent. Mais du coup, pourquoi personne d'autre le fait? Eh bien parce qu'en 1995, Namco a évidemment déposé un brevet là-dessus. Impossible donc pour une société concurrente de faire la même chose, ou alors il fallait raquer. Et donc à qui Namco s'est attaqué suite à ça? Qui a violé les droits du papa de Pac-Man? Ben en réalité, personne. Y a pas de procès suite à ça car tout le monde a préféré faire des temps de chargement bien chiants où il se passe rien mis à part des petits textes qui défilent avec des conseils qui servent absolument à rien. Alors vous pourriez me dire que ça n'a rien à faire dans cette vidéo et vous auriez raison, mais on parle brevet depuis le début de la vidéo. Cette vidéo fait un peu suite aux soucis de Google, je pense qu'il n'y avait pas meilleur moment pour vous parler de cette histoire farfelue. D'ailleurs, ça me donne une idée, peut-être que je devrais breveter les particules sur les vidéos YouTube, tiens. En tout cas, au moins maintenant, vous savez que si ça fait 20 ans que vous vous ennuyez comme jamais pendant les temps de chargement, bah c'est à cause de la petite boule jaune. En 2015, le brevet pour tout ça a enfin sauté, permettant aux autres de pouvoir combler ces temps d'attente interminables, et on a pu voir d'autres mini-jeux arriver, comme dans FIFA 11 où il devient possible de faire des petites frappes en attendant le vrai match. Dommage que cela arrive avec la fin du règne des disques durs, mais au moins maintenant on peut enfin s'occuper le temps que notre prochaine partie se charge. Bref, on voit qu'effectivement ça se tire pas mal l'oreille dans le monde du jeu vidéo gaming, et on est clairement dans un monde de requins où la partie créative n'est qu'une des facettes parmi tant d'autres. On a tout le marketing, le management, l'administratif et évidemment le juridique. On ne peut pas faire n'importe quoi, déjà qu'en tant que particulier avec les modes c'est compliqué, mais alors en tant que société ça ne pardonne pas. D'ailleurs ça pourrait être un autre sujet ça, car certes on a beaucoup parlé de sociétés qui se battent entre elles, mais les procès par des sociétés contre leurs propres fans, peut-être pour une prochaine vidéo qui sait si vous explosez le compteur de pouces en dessous. Et vous alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'histoires similaires? Eh bien dites-moi tout ça dans les commentaires en dessous de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette dernière vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu de l'amour et personne ne vous attaquera en justice pour ça, alors que si vous ne le faites pas, bah j'appellerai directement mes avocats. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui se demandent pourquoi personne ne s'amuse à créer le nouveau Pokémon eux-mêmes, parce que sinon il va leur arriver des bricoles. Et bien sûr, le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!